Chers abonnés d'Omerta, bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau grand entretien. Avant de démarrer, je vous rappelle les deux magazines d'Omerta présents actuellement en kiosque. D'abord, celui dédié à l'enfance de tous les dangers, consacré à l'ultraviolence, aux phénomènes sectaires, au wokisme et à l'éducation nationale déstructurée, à tous les dangers qui menacent nos chères têtes blondes. Et le deuxième, le hors-série, présent encore toute cette semaine dans les kiosques, consacré à 2 ans de guerre en Ukraine, traité par les experts du CF2R et les journalistes d'Omerta. Ces 2 exemplaires, ces magazines sont à retrouver aussi sur le site de notre boutique en ligne dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Alors pour ce nouveau grand entretien, on joue à la maison, pourrait-on dire, puisque je reçois Jérôme Bénard, notre ami Jérôme, bonjour, qui Charles, est bonjour. Journaliste à la rédaction d'Omerta, spécialiste d'un certain nombre de sujets, notamment de sujets internationaux et en particulier de certains pays de l'Est, dont la Hongrie, et c'est le pays dont nous allons parler aujourd'hui, puisque son président, Viktor Orban, est particulièrement actif en ce moment sur le front diplomatique. On sait qu'il voyage beaucoup, il tient un rôle qui est un peu inédit pour la Hongrie, parce qu'on a rarement vu la Hongrie présente sur la scène internationale. Et donc Jérôme, est-ce que tu peux nous expliquer quel a été ce marathon diplomatique, quel pays il a visité et quel était l'objet de ce marathon? Alors, il faut d'abord rappeler qu'en fait, la Hongrie vient de prendre pour 6 mois, depuis le 1er juillet, la présidence tournante de l'Union européenne. Alors, c'est une présidence à la fois symbolique et réelle. Symbolique parce que ce n'est pas le président en titre, ce n'est pas du pays concerné. D'ailleurs, Viktor Orban est le Premier ministre, le chef de gouvernement, c'est lui qui a le réel pouvoir en Hongrie. Ce n'est pas que cela ne fait pas de lui le président de l'Union européenne, mais c'est la Hongrie qui, pendant 6 mois, décide des grandes lignes de l'agenda européen. Et à ce titre, Viktor Orban a voulu marquer le coup. On parlerait en langage courant de diplomatie parlementaire. Alors bien sûr, il n'est pas dans ce cas un des parlementaires européens, mais ça s'apparente à des diplomaties parlementaires, c'est-à-dire qu'en dehors des canaux officiels de Bruxelles, il entend discuter avec un certain nombre de personnalités et autour de dossiers qui intéressent aussi bien son propre pays, la Hongrie, que l'Union européenne. Alors, il a d'abord été symboliquement à Kiev. À Kiev, voir le président Zelensky pour discuter de la suite du conflit, pour discuter de la nature de l'aide apportée par l'Union européenne à l'Ukraine. La Hongrie est très réservée sur l'aide à l'Ukraine, puisque pour elle, l'agenda essentiel est un agenda de paix, c'est-à-dire d'arriver à une paix entre Kiev et Moscou, entre l'Ukraine et la Russie. Donc il a été voir Zelensky dans le cadre aussi de l'ouverture des discussions sur une possible adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Là encore, adhésion sur laquelle la Hongrie a mis un certain nombre de réserves, non seulement du fait de sa position pacifiste sur le conflit ukrainien, mais également du fait qu'il existe une minorité hongroise sur le sol ukrainien et un peu comme les régiments bretons avaient été envoyés en première ligne pendant la Première Guerre mondiale, on va dire que Budapest a fait part de son souci quant à l'exposition maximale auquel auraient été soumis les bataillons issus de la minorité ukrainienne, hongroise en Ukraine. Voilà. Donc il y a aussi des contentieux de voisins, puisque la Hongrie est un voisin direct de l'Ukraine. Alors il a démarré en Ukraine, mais il a poursuivi ensuite Tout à fait. En Russie. Alors il a été voir, bien entendu, Poutine, ce qui a entraîné des cris d'orfraie dans les bureaux bruxellois. Là aussi, il a tenu un discours de paix, c'est-à-dire
il a discuté des conditions possibles d'une paix en Ukraine avec Vladimir Poutine. Il a continué sur l'Azerbaïdjan. Alors, il faut savoir que dans l'imaginaire hongrois, le panturquisme est important. Les Hongrois, entre autres origines, se veulent des descendants des guerriers d'Attila. Attila est un prénom toujours beaucoup donné en Hongrie. Et donc, au nom de la diplomatie hongroise, Viktor Orban a toujours entretenu des bonnes relations avec Erdogan. Et c'est à ce titre qu'il a accepté d'aller au sommet controversé des pays ayant un lien avec le panturquisme, à Chouchi, donc dans le Haut-Karabakh, ce qui a bien entendu entraîné un certain nombre de réprobations des amis de l'Arménie, notamment en France, ce qui n'est pas totalement illogique, mais ça s'inscrit là dans un agenda très hongrois et dans un référentiel mental hongrois pour lequel Orban ne pouvait pas faire abstraction. Après Chouchi, il est allé à Pékin. La Hongrie est très sensible au discours de la Chine sur les autoroutes de la soie et sur les liens entre l'Europe et la Chine. Et au moment où nous parlons, Viktor Orban est à Washington pour le sommet des pays de l'OTAN, puisque la Hongrie est membre de l'OTAN en tant que chef de gouvernement. Il y a été invité. Et il se pourrait bien, lors de cette escale, qu'il aille saluer son ami Donald Trump, puisque Viktor Orban avait été reçu par Donald Trump à la Maison-Blanche, qu'ils entretiennent des relations au nom du conservatisme. On pourra peut-être revenir sur le rôle que veut jouer la Hongrie dans la diffusion des idées conservatrices. Je me souviens aussi d'avoir croisé à un congrès à Budapest Mike Pence, l'ancien vice-président de Donald Trump, pour vous montrer aussi que la Hongrie est très attentive à la vie politique américaine. Alors justement, cet activisme, à l'heure où la Hongrie prend la présidence tournante de l'Union européenne, a beaucoup choqué certains pays européens, notamment des adversaires politiques de Viktor Orban. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles ont été les réactions de différents pays européens à cette initiative Il y a eu surtout une protestation quasi officielle de Josep Borrell, qui est donc l'homme politique socialiste espagnol, qui est encore pour quelques jours le haut représentant diplomatique de l'Union européenne. Doit lui succéder une ministre balte. Donc, c'est un peu les réseaux Atlantis de Bruxelles qui ruent dans les brancards. C'est le jeu. Viktor Orban n'attendait rien d'autre. Orban a ce talent de rester à la fois, bien entendu, dans l'Union européenne, dans l'OTAN, tout en perturbant le logiciel de ces institutions, sans pour autant franchir une ligne irréversible. Après, cela agace profondément les Allemands, moins les Français, puisqu'il y a toujours une relation, je ne dirais pas cordiale, mais un respect mutuel entre Emmanuel Macron et Viktor Orban. En tout cas, Viktor Orban se targue d'avoir de bonnes relations avec Emmanuel Macron sur différents sujets, dont le nucléaire, dont la Hongrie a besoin. Notamment aussi du fait que la Hongrie, qui est un pays enclavé, a besoin de sortir de sa dépendance aux hydrocarbures. Et on lui fait souvent le procès d'être soumis aux aléas du gaz russe. Ce n'est pas faux. Mais il ne pourra s'en sortir qu'en développant son nucléaire civil, qui pour l'instant date de l'ère soviétique. Et là-dessus, le savoir-faire français intéresse beaucoup les Hongrois. Il y a beaucoup d'échanges sur le sujet. Voilà, ce sont des dossiers assez publics, qui ne sont pas très connus, mais je pense que pour des sociétés comme Framatome, en France, ce sont des budgets et des possibilités de développement en Europe de l'Est qui sont importantes.
Il y a quelques semaines avaient lieu les élections européennes. Alors en France, c'était un franc succès pour le Front National. Viktor Orban, lui, pèse au Parlement européen. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quels vont être les nouveaux équilibres au sein du Parlement, en particulier quelle va être la relation entre Orban et le Rassemblement national au Parlement? Alors, d'abord, oui, revenons un peu sur la genèse de la situation. Au Parlement européen, traditionnellement, le Fidesz, le parti d'Orban, était adhérent du Parti populaire européen, donc le parti conservateur modéré, de droite modérée, qui est aujourd'hui largement dominé par la CDU-CSU allemande, parti auquel appartient en France François-Xavier Bellamy, dont il est maintenant désormais vice-président du groupe. Lors de la dernière mandature, il y a une grosse pression des Allemands sur les députés hongrois, qui a fini par indisposer Viktor Orban, qui a fait siéger ses élus parmi les non-inscrits. Alors il y a 21 députés européens hongrois. Cette fois-ci, il n'y en a que 11 qui sont membres du Fidesz, puisque une scission au sein du parti, probablement nourrie par le PPE, probablement nourrie par certains réseaux hostiles à Viktor Orban, a conduit un de ses anciens lieutenants, Péter Magyar, à créer son propre parti, avec voilà, donc des similitudes sur le discours conservateur d'Orban, mais rompant avec sa vision géopolitique notamment. Et cette liste a obtenu 7 députés, qui eux vont probablement siéger au sein du PPE. Donc Viktor Orban ne pouvait pas rester parmi les non-inscrits. Il avait 2 possibilités. Soit parce qu'il a aussi des vieilles accointances avec les Polonais, notamment les Polonais du PiS, sur des plans de voisinage et de conception de la société. Mais il avait avec le PiS, donc, qui siège au sein du groupe ECR, donc les conservateurs et réformistes européens, de Giorgia Meloni. Il avait quelques divergences géopolitiques là encore, puisque le PiS est très atlantiste. Et de même, entraient dans ce groupe les Roumains de la Our, de George Simion, qui, eux, ont des propos peu sympathiques à l'égard de la forte minorité hongroise présente en Roumanie. Donc, pour toutes ces raisons, et du fait des excellentes relations personnelles qu'il entretient avec Marine Le Pen, Viktor Orban a, ces derniers jours, annoncé un certain nombre de ralliements à sa cause pour créer un groupe, notamment les Espagnols de Vox, qui étaient chez ECR également. En fait, ces ralliements, celui de Geert Wilders aussi, qui est maintenant dans la majorité aux Pays-Bas, ces ralliements n'étaient que les prémices du ralliement essentiel, qui était celui lundi, au lendemain des élections législatives françaises, du Rassemblement national de Marine Le Pen, et qui devenait au sein du nouveau groupe, qui va s'appeler le Parti des Patriotes européens, donc le groupe des Patriotes européens. Pour faire un groupe, il faut 7 nationalités différentes. Et là, les efforts conjugués d'Orban, de Viktor Orban et de Marine Le Pen conduisent ce groupe à réunir 12 pays. Les principaux contingents étant d'abord le Rassemblement national avec 30 députés, puis le parti d'Orban avec 11, puis les Tchèques avec 9, puis les Italiens de la Lega de Matteo Salvini, l'allié de Giorgia Meloni, avec 6, également 6 Vox, il y a les Portugais de Chega, voilà, donc un groupe assez représentatif et qui, avec un nombre final de 84 députés, devient le 3e groupe par importance de taille
au sein du Parlement européen, après donc, les conservateurs modérés du PPE, donc Bellamy, groupe dominé par les Allemands, et après le groupe du Parti socialiste européen, où on trouve notamment les Espagnols, bien entendu, les Français de Glucksmann. Voilà. Et donc après ces deux groupes très atlantistes, on trouve désormais le groupe qu'a souhaité Viktor Orban, mais qu'il a souhaité avec Marine Le Pen, et un groupe qui est passé en nombre devant le groupe d'Emmanuel Macron, donc des libéraux, des centristes, et devant le groupe ECR de Giorgia Meloni. D'accord. Alors, chez les conservateurs européens, on peut dire dans la droite européenne conservatrice, les Hongrois, à l'initiative de Viktor Orban, sont en pointe en termes de réflexion et d'activisme. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la stratégie intellectuelle hongroise et quels en sont les relais sur le terrain pour faire la promotion de leurs idées? Alors, le conservatisme hongrois s'explique d'abord par deux racines historiques qui sont d'une part son appartenance à l'ancien empire austro-hongrois, qui, comme l'Angleterre, à la veille de 1914, étaient deux pays qui n'avaient pas eu ce phénomène de la Révolution française, donc qui avaient des pays très conservateurs, notamment au plan religieux, mais pas seulement. Et la Hongrie est un pays partagé entre catholicisme et protestantisme. Hein. Orban lui-même est protestant. Mais il y avait voilà, ces racines austro-hongroises. Budapest, c'est à 2 heures de Vienne. Hein, en voiture, c'est deux villes sœurs. L'une plus orientée vers l'ouest, bien entendu, Vienne. L'autre plus tournée peut-être vers l'est, Budapest. Donc il y a ces racines-là. Et ensuite, il y a chez Orban la critique du communisme qui l'a conduit à être, dans les années 80, l'un des étudiants en pointe, des leaders, un des responsables, un des chefs de l'opposition étudiante au communisme hongrois imposé par Moscou. Donc là encore, c'est une voie qui l'a poussé vers le conservatisme. Après un intérêt pour le libéralisme, il a vu qu'une société ne pouvait pas s'organiser seulement autour de questions économiques, mais qu'il fallait essayer de définir une pensée, une âme commune, et ça l'a fait s'intéresser de près aux doctrines conservatrices qui sont, disons, mieux connues des Anglais ou des Américains que des Français, où l'histoire de France a une tendance à ne jamais produire un conservatisme très actif. Donc, par exemple, quand vous allez au Matthias Corvinus College, qui est le grand institut libre d'enseignement supérieur de Budapest, qui a tout le soutien de Viktor Orban, vous tombez sur le bar des étudiants qui s'appelle le bar Roger Scruton. Quand vous allez devant le Parlement hongrois à Budapest, vous tombez sur un pub Roger Scruton. Qui est Roger Scruton ? Alors, Roger Scruton, très peu connu en France, est le grand penseur conservateur britannique de l'après-guerre, qui est mort il y a 2 ans, que Orban avait décoré, qui a été décoré par la reine d'Angleterre, et qui était un peu, si on pense que le grand politique conservateur, les 2 grands politiques conservateurs britanniques ont été au XIXe siècle Benjamin Disraeli et peut-être au XXe siècle Winston Churchill. Scruton a été un peu le continuateur de ce conservatisme qui s'incarnait jusqu'il y a encore peu dans un parti conservateur britannique aujourd'hui un peu malmené. Donc, il y a cette admiration pour un Scruton, ce qui, effectivement, étonne un peu les Français qui ne voient pas en lui un penseur aussi important qu'il l'est pour les Britanniques ou pour les Hongrois. Donc, il y a ce goût pour
le conservatisme qui n'est pas la réaction. Le but d'Orban, c'est pas de restaurer la famille de Habsbourg sur la monarchie, à tête de la monarchie hongroise, mais c'est de comprendre quelles sont les lignes de force du pays pour que son identité subsiste dans l'Europe et dans le monde d'aujourd'hui. Merci Jérôme pour toutes ces explications. Et chers abonnés d'Omerta, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne YouTube. À très bientôt.